la vidéo du jour 6 de ce challenge, nous avons vu ensemble les modèles de deep learning basiques qui permettent de générer de nouvelles images. Ce sont les auto-encodeurs. En quoi ça consiste? Ça consiste à récupérer des images en encré, les faire passer à travers de ce qu'on appelle l'encodeur, c'est-à-dire une composition de plusieurs couches de convolution et des couches denses qui permettent de réduire la dimension de l'image pour pouvoir les projeter dans un espace latent avec des coordonnées un peu comme l'espace vectoriel que vous connaissez. Donc, on récupère l'image en encré, on fait passer dans l'encodeur pour réduire sa dimension et ensuite on a les coordonnées dans ce qu'on appelait l'espace latent. Après avoir eu les coordonnées dans l'espace latent, la prochaine étape c'était de décoder l'image, c'est-à-dire l'agrandir à nouveau pour pouvoir avoir l'image originale. Et pour l'agrandir, on fait passer à travers des couches de composition transposées ainsi que des couches denses. C'est ça l'auto-encodeur. Ça permet de reconstituer l'image de telle sorte que la perte entre l'image originale et l'image finale soit très faible. Donc, on reconstitue l'image pour minimiser la perte. C'est le premier modèle qu'on a vu. Pour aller plus loin dans ce challenge, nous allons voir ensemble dans cette vidéo un modèle de deep learning plus poussé qui va vous permettre de générer des images réalistes. C'est ce qu'on va appeler les variational auto-encodeurs. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. J'ai lancé récemment le challenge 30 Days of Generative AI où on fait ensemble le tour du monde de l'IA générative pendant 30 jours. Le challenge vous intéresse? Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez réalisé les actions? Let's go! Comme je le disais en introduction, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment fonctionnent les modèles VAE, Variational Auto-Encoders. On va voir ensemble déjà qu'est-ce que c'est que les Variational Auto-Encoders, quelle est l'architecture de ces modèles, comment est-ce qu'on peut les entraîner dans un jeu de données et surtout, comment est-ce qu'on arrive à générer de nouvelles images grâce à ces modèles-là. Donc, vous l'aurez compris, cette vidéo vous donne l'intuition derrière les Variational Auto-Encoders. On commence tout de suite avec la définition. Qu'est-ce qu'un VAE, Variational Auto-Encodeur? C'est quoi globalement? Avant de parler de cela, revoyons déjà les bases de ce qu'on appelle l'auto-encodeur. Le graphique suivant symbolise très bien ce qu'on entend par auto-encodeur. L'auto-encodeur, ici, on a des images en input qu'on va passer par l'encodeur qui est juste là, qui est composé des couches de convolution et des couches denses. Et sa mission principale, ce sera de réduire l'image et projeter cette image dans ce qu'on appelle ici l'espace latent. Un espace dans lequel on a pour chaque point une correspondance d'image. Donc chaque image a sa correspondance dans l'espace latent. Une fois qu'on a l'image réduite dans l'espace latent avec ses coordonnées ou bien encore l'embedding comme on le dit souvent en machine learning, on va donc transmettre cette représentation au décodeur. Le rôle du décodeur sera de récupérer cette information et agrandir progressivement l'image pour pouvoir avoir l'image reconstruite juste là. Et dans le décodeur, on a des couches de convolution transposées et des couches denses. C'est ça le concept d'auto-encodeur et c'est important que j'insiste sur un point central, c'est qu'à chaque image, on a un seul point dans l'espace latent. Et vous allez voir, c'est ça qui fait justement la différence avec ce qu'on appelle les Variational Auto-Encoders. Sur ce graphique, par exemple, vous voyez, on a une image originale qui est le pantalon là. On va projeter ici, c'est l'espace latent qui est un plan. On a ses coordonnées ou bien encore l'embedding de ce pantalon dans l'espace latent. Ce sera 6,3 et moins 0,9. À partir de cet embedding, à partir de cette projection, à partir des coordonnées de l'espace latent, on va fournir cela au décodeur et le décodeur va agrandir progressivement l'image pour avoir cette image qui a été reconstruite. Maintenant, le point central ici, c'est que, comme vous le voyez ici, l'espace latent, on peut uniquement générer des images à partir de leurs coordonnées sur l'espace latent. Dans cette représentation graphique, si je prends un point juste ici
et que j'essaye de décoder ce point, étant donné que mon encodeur n'a pas appris des caractéristiques qui se trouvent ici, il ne sera pas capable de me reconstruire l'image. Parce que lorsqu'on souhaite générer de nouvelles images avec l'auto-encodeur, ce qui se passe, c'est qu'on va fournir des coordonnées dans ce plan et à partir de ce qu'il aura appris durant la phase d'apprentissage, il pourra donc reconstruire. Mais s'il prend un point ici, il n'a rien appris, il ne pourra pas reconstruire parce que à chaque image, on a un et un seul point. Et justement, dans l'encodeur de l'auto-encodeur, toutes les images sont associées à un point dans un espace latent. Par contre, avec le VAE qu'on verra tout de suite, toutes les images sont associées à une loi normale multivariée autour du point. Donc, on ne va plus associer un seul point. Ici, c'est l'auto-encodeur. À une image, on associe un point. Mais par contre, avec le variational auto-encodeur, à une image, on va associer une loi normale multivariée autour du point. Ce qui fait qu'on va prendre des points qui seront proches de ce point et on sera capable de reconstituer efficacement l'image. Dans l'auto-encodeur, ce sera moins précis. Étant donné qu'ici, dans le variational auto-encodeur, on prend toute une loi autour du point, on sera capable de reconstruire plus de points. Il y a un point important à relever ici, c'est que lorsqu'on projette à une image une loi normale multivariée, on suppose qu'il n'y a pas de corrélation entre les dimensions dans l'espace latent. Donc, pour parler de l'architecture des VAE, ça ressemble à ceci, l'image-ci. C'est peu comme les auto-encodeurs, mais la seule différence réside à cette étape-ci. Donc, on commence toujours ici avec les inputs. On transmet ces inputs à l'encodeur qui, lui, va transformer en loi normale multivariée. Et là, on a mu qui est le vecteur des moyennes, sigma le vecteur des variances. On aura donc la distribution normale. Ensuite, on va faire une sélection, un échantillon en fait, pour avoir le vecteur latent qu'on va transmettre au décodeur. Et le décodeur va donc reconstituer l'image exactement comme ce qu'on a vu dans l'auto-encodeur. L'architecture du VAE est assez similaire de l'auto-encodeur, mais la seule différence, c'est déjà ici les moyennes et les variances, et aussi ce vecteur latent qui était sélectionné suivant la loi qui est précisée juste ici. Donc, vous avez dans le slide suivant les détails de l'architecture des VAE. On commence par parler de l'encodeur qui a pour but principal de transformer la donnée d'entrée en une représentation latente, et ça comprend des couches de neurones qui réduisent progressivement la dimensionnalité des données d'entrée. Ensuite, on va fournir en sortie un vecteur de moyenne et de variance des cas type la distribution normale dans l'espace latent. Ça, c'est l'encodeur. La deuxième partie, c'est le décodeur. Son rôle, c'est de générer des données reconstruites à partir de la représentation latente. Elle comprend également des couches de neurones, mais elle augmente progressivement la dimensionnalité. En encodant, on diminue la dimensionnalité. En décodant, on augmente. Et en sortie, on a l'estimation des données originales. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on entraîne concrètement les VAE? Il faut retenir qu'il y a 7 étapes essentielles pour pouvoir entraîner un modèle de variational auto-encodeur. La première étape, c'est basique, c'est ajouter des données d'entraînement. Ça peut être des images. Deuxième étape, c'est l'encodage qui va réduire la dimensionnalité des données et générer deux vecteurs, la moyenne et les cas types. Troisième étape, on va faire ce qu'on appelle l'échantillonnage stochastique. Voilà une première différence par rapport aux auto-encodeurs. Donc, à partir de la distribution générée par l'encodeur, un échantillon stochastique est prélevé pour obtenir le point dans l'espace latent. Donc, choisir un point dans l'espace latent. Une fois qu'on a ce point dans l'espace latent, la quatrième étape, ce sera le décodage. C'est-à-dire, le point qui a été échantillonné est passé au décodeur qui génère une sortie qui est une reconstruction des données d'entrée. Et les deux points qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est toujours le point C, la fonction de PET. Et la fonction de PET change un peu ici parce qu'on va rajouter ce qu'on va appeler le critère de divergence. Donc, qui ici c'est KL, régularisation, pour être sûr que les données qu'on va projeter dans l'espace latent soient les plus proches possible. Dans un VAE, la fonction de PET a deux composantes. La première composante, c'est la composante de reconstruction et la seconde, c'est la composante de régularisation KL. Et c'est calculé pour mesurer à quel point la reconstruction est fidèle aux données d'entrée tout en régulant la distribution latente. Donc, on veut se rassurer que les points sont les plus proches possibles, du moins les points qui se ressemblent. C'est pour ça qu'il y a le paramètre KL, mais surtout, l'image reconstruite doit être proche de l'image
observer. Après, le sixième, c'est le principe de rétropropagation dont on a parlé durant le jour 4. N'hésitez pas à revoir la vidéo. Et enfin, toujours, on optimise. Et pour optimiser, il faut trouver la bonne approche. C'est souvent la descente de gradient stochastique. C'est utilisé pour pouvoir ajuster les poids et minimiser la fonction de perte. Donc, voilà à peu près les 7 étapes clés. Je reprends. Première étape, c'est on alimente les données, on encode, on fait l'échantillonnage stochastique. Ensuite, on décode, on estime la fonction de perte, on fait la rétropropagation, on optimise et on trouve le meilleur modèle. Une fois qu'on a donc entraîné notre VAE, comment est-ce qu'on arrive à générer de nouvelles données? En fait, le principe, il est simple. Le VAE, on a toujours l'espace latent, on a cette notion de distribution de loi. Donc, il suffit juste que je génère des coordonnées en suivant la loi qui a été précisée. Et lorsque j'ai les coordonnées du point, par exemple ici, imaginez-vous que ça c'est l'espace latent, je prends les coordonnées qui sont ici, je passe vers le décodeur. Le décodeur va, à partir de ce qu'il aura appris sur la base d'apprentissage, me reconstruire des images pertinentes. Et c'est ça la clé. Et c'est même d'où l'importance de l'échantillonnage pour avoir de nouvelles données. Donc, on va générer un point et faire passer ce point dans le décodeur pour pouvoir générer de nouvelles images. Dans la vidéo de demain, on verra comment est-ce qu'on met tout cela en pratique. Comment est-ce qu'on peut justement réussir à générer de meilleures images et réalistes grâce au VAE. On va travailler sur une base de données avec des images de célébrités. En attendant la vidéo de demain, commençons d'abord par répondre au quiz du jour 6. La première question était: quelle est la fonction principale d'un auto-encodeur? La bonne réponse était la réponse B, réduction de la dimensionnalité des données tout en préservant leurs caractéristiques importantes. Deuxième question: quelles sont les deux parties principales d'un auto-encodeur? La bonne réponse était la réponse A, l'encodeur et le décodeur. Troisième question: comment fonctionne le processus d'apprentissage d'un auto-encodeur? La bonne réponse était: l'encodeur convertit les données en une représentation simplifiée, puis le décodeur les reconstruit et l'erreur de reconstruction est minimisée. Bravo à vous qui avez trouvé la réponse. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour mieux l'assimiler. Comme d'habitude, pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici, il y a 3 questions pour vous. Mettez vos réponses en commentaire, ça permet de faire grandir la chaîne. La première question, c'est: quelle est la principale différence entre un variational auto-encodeur et un auto-encodeur standard? La première réponse A, c'est: un VAE n'a pas d'encodeur. Réponse B: un VAE génère des données aléatoires. Réponse C: un VAE modélise une distribution probabiliste dans l'espace latent. Réponse D: un VAE ne permet pas de générer de nouvelles données. Deuxième question: quelle est l'une des hypothèses fondamentales du VAE concernant l'espace latent? Réponse A: les dimensions de l'espace latent doivent être corrélées pour une meilleure performance. Réponse B: les dimensions de l'espace latent doivent être indépendantes et non corrélées. Réponse C: l'espace latent ne doit pas être utilisé dans un VAE. Réponse D: l'espace latent doit être discrétisé pour simplifier le modèle. Vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça aide l'algorithme de YouTube, ça aide la chaîne. Likez, commentez, partagez. Faites tout ce que vous voulez et surtout, on se donne rendez-vous demain pour le cas pratique et voir comment générer les images réalistes avec les VAE en Python. Prenez bien soin de vous et à demain pour la suite de ce challenge. Bye!